Chers auditeurs et auditrices sur Alliance 92, on reçoit pour ce mercredi à l'accoutumée notre émission En Barreau. Et En Barreau, justement, c'est celle de Madame Mireille Rabenour, qui n'est autre que la présidente de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, plus connue par le sigle CINDH. Bonjour à vous. Bonjour. Si on parle de droits de l'homme, tout le monde en parle, tout le monde le clame, tout le monde interpelle par rapport à ce droit de l'homme, mais tout compte fait, on est bel et bien présent dans des institutions, on est présent dans des accords, dans des conventions, on a signé autant de papiers concernant ce droit de l'homme, mais tout compte fait, on le demande encore jusqu'à aujourd'hui à Madagascar. Pour Mireille Rabenour, où est-ce que nous en sommes ? Pour l'instant, nous ne faisons que commencer. Parce que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme n'a qu'une petite année à son actif actuellement. Elle a été créée par une loi qui date du 22 juillet 2014, mais le temps de la mettre en place, une institution qui se met en place, ça n'est pas toujours très facile. Donc on a vraiment commencé à travailler, c'est-à-dire après qu'on ait eu un bureau, après que ce bureau ait été meublé, après qu'on ait eu un budget pour travailler, c'est donc le budget de l'État. Donc tout ça, ça a pris un peu de temps et ça fait maintenant 1 an que nous sommes véritablement opérationnels. Cela veut dire que sur une année, il y a eu quand même un temps d'installation. C'est considérable par rapport aux tâches qui vous reviennent ? Oui, en fait, il y a eu également un volet très important de la mise en place, c'est la formation. Parce que, on est entré de plein pied dans ce domaine. On n'était pas des professionnels des droits de l'homme et nous le sommes devenus. Donc, heureusement, les Nations Unies nous ont aidés de manière très concrète en assurant des ateliers de formation, mais également quand on n'avait pas encore de budget, en assurant nos déplacements en province, par exemple, pour faire connaître les droits de l'homme. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, les droits de l'homme, on en parle, mais qu'est-ce que c'est ? De temps en temps, nous recevons des doléances d'ordre qui concernent certes le droit, mais qui sont d'ordre privé plutôt. C'est-à-dire des gens, par exemple, une épouse abandonnée par son mari, qui pense que c'est une question de droits de l'homme. D'accord. C'est vrai qu'elle a des droits, mais ce n'est pas le genre de plaintes que nous sommes destinés à traiter. Comme vous le disiez, il y a une série de conventions, de traités auxquels Madagascar a adhéré. Et ça date maintenant de 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reste l'instrument le plus connu et aussi le plus, qui couvre le champ le plus large. Et plus tard, il y a eu des conventions plus spécialisées, je dirais. Maintenant, la Déclaration universelle des droits de l'homme date de 70 ans. Nous fêtons cette année son 70e anniversaire. Mais c'est seulement il y a 25 ans, en 1993, qu'il y a eu donc les premières institutions nationales de droits de l'homme. Donc nous n'avions pas encore ce genre d'institution il y a 25 ans, mais maintenant donc il y a des normes. Il y a une alliance mondiale des institutions nationales de droits de l'homme qui a son siège à Genève. Et vous travaillez avec ? Oui, nous travaillons avec, mais à laquelle nous ne sommes pas encore pleinement affiliés. Parce qu'il y a des conditions assez strictes à remplir. Du genre, nous ne sommes pas encore vraiment éligibles à avoir l'accréditation auprès de la gannerie. Il faut donc remplir un certain nombre de conditions. Il faut fournir des preuves qu'on a
travaillé, qu'on a avancé, que l'institution est véritablement indépendante par rapport à l'exécutif, tout en bénéficiant d'un budget de l'État qui lui permette de travailler de façon significative. C'est un peu difficile là. Il y a un véritable examen, tant écrit, documentaire, qu'oral. Donc nous sommes prévus pour... parce qu'on a demandé donc l'accréditation, nous sommes prévus, le cas de Madagascar est prévu pour être examiné par le sous-comité accréditation en mai 2019. D'accord. Mais si on revient un peu par rapport à ce partage de votre mission ailleurs dans les régions, districts et tout cela, est-ce que ça a été compris quand même par la population, votre rôle exact? Oui, encore que la population comprend. Mais ce qui est toujours un peu délicat, même pour nous, au début, c'est de déterminer notre place exactement, parce que nous sommes une institution de l'État, mais nous sommes indépendants du côté exécutif de l'État. Donc c'est un exercice un peu périlleux, quelquefois, pour déterminer. Et ça, justement, c'est une des conditions à remplir pour être accrédité auprès de la Gannerie. L'indépendance de l'institution, mais aussi sa capacité d'action. Et là, la loi qui a institué la CNIDH dit qu'elle n'a pas vocation à intervenir dans une affaire, par exemple, qui est déjà entre les mains de la justice. Par contre, s'il y a une violation flagrante d'un droit humain, par exemple des lenteurs excessives ou bien des décisions inexplicables, alors là, la CNIDH peut intervenir en interpellant les autorités concernées. Dites-moi, alors, si on voit encore toujours de ce qui se passe dans les régions, leurs doléances concernent quoi exactement par rapport à votre mission? Alors, ce qu'on a vu jusqu'ici, si on analyse le profil des doléances qui nous ont été soumises, je dirais que les violations sont les résultats d'abus d'autorité, d'une manière générale. Qu'il s'agisse de vol, carrément, de terre surtout, ou d'exploitation abusive de ressources naturelles comme l'or, comme le bois de rose, etc. Donc ce sont des sujets très délicats, en ce sens que ce sont des montants tout à fait faramineux qui sont en cause. Et donc, il y a des intérêts colossaux en jeu. Ça se fait en marge de la loi, toujours. Et il y a donc, du coup, des actes de corruption. Malheureusement, les intérêts qui sont derrière ces exploitations illicites de nos ressources naturelles peuvent se procurer très facilement l'appui des autorités, tant au niveau national que régional que local, par la corruption. Cela se passe autant du nord au sud, de l'est à l'ouest? Vraiment partout, à Madagascar, partout. Et surtout donc en milieu rural. Donc nous avons vu dernièrement ce qui se passe dans la région Vatova-Fitovna, du côté de Mananzar, qui est connu pour être riche en or. Donc il y a des intérêts privés, particuliers, étrangers, qui exploitent l'or d'une manière systématique, vraiment très destructrice pour l'environnement, pour les moyens de subsistance de la population. Bon, c'est ce que nous sommes allés voir il y a quelques semaines à Vuilav, près de Mananzar. Donc cette société s'est arrangée pour faire emprisonner les personnes qui, du moins une personne qui a osé se lever et affirmer les intérêts de la population qui sont menacés
mais vraiment les moyens de subsistance de la population qui sont menacés par cette exploitation de l'or. Donc il y a doléances, vous faites du terrain, et puis après le terrain, après constat, qu'est-ce que vous faites dans toutes sortes de cas? Nous établissons un rapport que nous envoyons aux autorités susceptibles d'être concernées. Ça prend toujours beaucoup de temps. Mais il y a des réactions quand même ou des retours? Parfois oui, parfois non. D'accord. Ça dépend des résistances et peut-être aussi ça dépend de l'enjeu qui se trouve derrière ces agissements. Et comment vous faites alors? Nous sommes protégés par la loi. Et puis, donc, nous écrivons... Vous interpellez? Voilà, au Premier ministre, aux ministres concernés, aux ministres au pluriel, oui. Aux autorités judiciaires aussi, souvent. Alors, sur votre une année d'existence, il y a eu combien de doléances à peu près? Je dirais une centaine. Sur une centaine, combien d'élucidés ou sinon on voit d'être... Quelques-uns, malheureusement. Bon, les plus simples, oui. Mais il y a plus un dossier et implique des intérêts importants et plus ça traîne. Commission nationale indépendante des droits de l'homme, le mot indépendante est là, bien écrit noir sur blanc, mais comme vous dites, il y a des fois où vous êtes quand même, vous trébuchez par rapport à des situations, que ce soit donc à haut niveau ou politique aussi sans doute. Bien sûr, oui. Ouais. Bon, c'est là qu'on s'aperçoit que la question est vraiment très politique. Je pense que ce qui manque peut-être parfois, c'est la volonté politique de faire régner l'état de droit. Donc on en parle, mais l'état de droit, c'est quand même un état, je pense, très difficile à atteindre. Et pourtant, c'est une condition essentielle du respect des droits humains. Mais cela n'est pas aussi, selon Mireille Rabeynaud, rappelons-le, qui est la présidente de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, c'est un outil, c'est pas une condition sine qua non pour faire développer un pays, c'est pas un outil qui doit être logique quand même. Mais oui, la gouvernance, c'est je dirais à la fois un outil et... oui, la gouvernance est un outil de développement, mais je pense que c'est la volonté politique qui fait qu'on a une bonne ou une mauvaise gouvernance. Bon, je pense par exemple au cas du Rwanda, qui est le pays qui fascine en ce moment beaucoup de gens, tant sur la région Afrique que ailleurs, sur les autres continents. Bon, on dit toujours que le régime rwandais est un peu trop autoritaire, etc. Bon, il a imposé, entre autres, un système tel qu'ils ont maintenant plus de femmes députées à l'Assemblée nationale que d'hommes. Ils en sont à 58%, donc ils battent tous les records dans le monde. Mais il y a des aspects, certes, moins sympas de cette gouvernance un peu autoritaire. Mais ils ont des résultats. C'est ce qui manque au pays ? Je pense. Je pense que, bon, c'est flagrant que nous n'avons pas de résultats très, très probants. Par rapport à votre mission ici, qu'est-ce qui pourrait marquer vers un bon chemin à emprunter par rapport à l'application des droits de l'homme, si l'on parle du cas de Madagascar? Vu que depuis quelques mois, quand même, on est un peu secoué de part et d'autre. Il y a donc les enseignants qui sont en grève, on parle de droits, ailleurs on parle de droits, de secteur, mais quelle est la bonne démarche à suivre, selon ici donc la CNDH, pour qu'on puisse avoir cette image de droits de l'homme dans le bon sens? Je pense que l'image, c'est aux autres de l'apprécier. Nous, je pense que si on doit se fixer un objectif, ça serait simplement de constater une amélioration des indicateurs. Bon, hier, par exemple, j'ai participé à une réunion du conseil consultatif de la stratégie fin zéro, fin FAIM. Bon, c'est là qu'on nous a montré des statistiques quand même assez effrayantes même.
parce que, apparemment, les Malgaches mangent de moins en moins. Bon, il y a par exemple la question de la démographie qui est largement supérieure, dont la croissance est largement supérieure à celle de la productivité agricole. Donc on ne s'en sort jamais parce que la proportion de nos compatriotes qui sont carrément sous-alimentés, malnutris, c'est encore une autre question. Une autre question. Mais vraiment en termes quantitatifs, on ne voit pas trop comment on peut parler de développement dans ce cas-là. Alors, le droit à la santé, ça c'est l'un des droits fondamentaux les plus évidents. Alors pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme communication pour que tous puissent vraiment avoir une harmonie pour aller de l'avant? Si on parle par exemple de cet exemple que vous avez donné. Alors là, je pense qu'il faudrait avoir une politique claire et objective, parce que on ne peut pas se contenter de parler de résultats un peu hypothétiques. Je pense qu'il faudrait avoir le courage de regarder les choses en face et d'accepter qu'on est non pas en développement, mais en recul. En recul, ouais. Donc je crois qu'à partir de là, déjà... C'est la politique de l'État carrément, si vous voulez dire par là, par rapport à la situation actuelle qu'il faudrait revoir. Donc par rapport à ces droits à la santé, droits à l'enseignement... Oui, certainement, oui. Et bon, moi je vois ça plutôt d'un... Mais cela, ça relie toujours par rapport aux doléances qui arrivent chez vous quand même. Non, ça a quand même un trait. Oui, parce que... Bon, quand je parle de cette région de Vatvau-Fituvnan, par exemple, on peut bel et bien constater un appauvrissement continu de la population à cause de ces phénomènes de l'État laisse faire, en fait, des choses qui sont carrément illégales et qui appauvrissent la population. Donc, vous leur faites part, par exemple, à l'exécutif quand même, de vos constats quotidiens, mis à part les doléances? Oui. Et puis, vous parliez de communication. Nous avons produit un rapport et puis des vidéos que nous avons d'ailleurs envoyées à Genève dans le cadre d'un concours pour la célébration des 25 ans des principes de Paris qui régissent les institutions nationales de droits de l'homme. La culture compte énormément chez la population de notre pays. Comment disséquer justement le droit de l'homme par rapport à certains points de culture dans les régions ou ailleurs, bien qu'il y ait des lois? Je répondrai peut-être en disant que pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une communication d'un collectif qui s'appelle Tani et qui rappelle la valeur accordée à la terre dans la culture traditionnelle. Et là, je ne me rappelle pas exactement le proverbe, je crois que c'est quelque chose comme Nitani nu vadbenjanahary manotrona ny velona, quelque chose manotrona ny maty mamelona ny velona, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que la terre a une valeur, je dirais, supra-existentielle. Elle est vraiment considérée comme sacrée au sens le plus large. Et pourtant, c'est pas la possession. Je pense que la possession n'est pas une valeur en soi dans notre culture traditionnelle, mais plutôt l'accès, l'utilisation de la terre est menacée par toutes ces lois relatives au bail amphithéotique, par exemple, les zones économiques spéciales, etc. Donc, il y a là, je pense, quelque chose à voir d'un peu plus près, parce qu'on ne peut pas, comme ça, hypothéquer, au sens vraiment
financier, usurier du terme, on ne peut pas hypothéquer ce que les Malgaches ont de plus immédiatement accessible pour assurer leur survie. Justement, en parlant de lois, est-ce que nos lois par rapport aux droits de l'homme, nos lois ici bien malgaches nationales, sont suffisantes pour défendre les droits de l'homme? Oui, d'une manière générale, la Constitution en particulier est tout à fait adaptée à la défense des droits de la personne. Mais évidemment, les lois sont des lois, mais ça dépend de ce qu'on en fait. Et là, justement, ce n'est pas les lois. D'abord, très peu de personnes les connaissent. Ça, oui. Ensuite, ceux qui les connaissent ne les appliquent pas. Et il y a aussi beaucoup de décisions de justice qui ne sont pas exécutées. Mais vraiment, déjà que certaines décisions de justice ne sont pas justifiées, en plus, celles qui sont justifiées ne sont pas appliquées. Ou ignorées. Donc là, il y a beaucoup de doléances qui nous parviennent dans ce sens aussi. C'est-à-dire, plus les mois avancent, plus les doléances aussi augmentent chez vous, alors. Il y a de ça, oui. Mais la loi instituant la CNIDH prescrit également que nous proposions des modifications de la loi. Nous sommes en train d'en étudier quelques-unes. Par exemple, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, la question de l'ordre de poursuite, qui limite considérablement la capacité d'action de la justice concernant les exactions ou les crimes eux-mêmes commis par des membres des forces de l'ordre. Parce que les forces de l'ordre bénéficient d'une loi relative à leur statut particulier, qui veut qu'un membre des forces de l'ordre ne peut être poursuivi par la justice que après que leur ministre de tutelle ait signé personnellement un ordre de poursuite. Là, ça complique énormément les choses, parce que ça retarde déjà. Or, tout ce qui est preuve, témoignage, sont d'autant plus difficiles à réunir que le temps passe. Parlons de témoignages, est-ce que la population elle est prête à témoigner ou est-ce qu'elle a quand même peur parfois? Ça dépend. Ça dépend. Quand ce sont des autorités... Il y a une crainte. Voilà, qui sont en cause. Évidemment, le simple citoyen hésitera beaucoup à se manifester de manière vraiment affirmée. Est-ce à dire que les représailles existent? Bien sûr qu'elles existent. Et les représailles, ça vient souvent de la partie qui a commis la violation de droits. Et bon, c'est pour cela que me manifester dans cette question de suspicion de fraude, de corruption, à propos du dernier concours d'entrée à l'école de la magistrature. Parce que c'est justement cela, c'est la suspicion autour de certains magistrats qui fait que les gens se méfient et ont recours à la vindicte populaire, qui est quelque chose de tout à fait inacceptable et de barbare. Donc, mais ça prend de son ampleur aussi. Oui, ça c'est quelque chose de ça vous concerne. Très inquiétant. Oui, absolument. Sur les 6 prochains mois, qu'est-ce que vous avez comme activité là qui pourrait apporter encore un peu plus de marquage dans vos activités? Bon, nous avons un plan d'action pour l'année 2018. Quand nous aurons cette accréditation auprès de l'Alliance mondiale, déjà, je pense que ça nous donnerait une certaine assurance que nous sommes dans la bonne direction. Mais déjà, je pense que le fait que cette loi a été adoptée
au Parlement en 2014 le fait que l'État nous a accordé une place dans le budget de l'État, dans la loi de finances. Tout ça, je pense que c'est déjà... il y a de quoi partir sur de bonnes bases. Votre budget est quand même satisfaisant par rapport à vos activités ? Oui, je pense, oui. Dans un pays comme le nôtre, je pense que c'est tout à fait respectable. Bon, c'est chacun aussi sa façon d'opérer. Je pense par exemple au Ghana, qui est un pays à peu près de la même taille du point de vue de la population que Madagascar. Eux, ils n'ont qu'un seul... il y a une personne qui constitue à elle seule la Commission nationale de droits de l'homme. Donc il est seul, il est à la fois président et unique membre. Il est également en gros le médiateur. Il est aussi l'équivalent du directeur général du Bianco. Donc il est tout ça à la fois. Et pourtant il traite quelque chose comme 13 000 plaintes par an. Alors que nous, on en a fait une centaine, donc on se sent... Bon, par contre, ils ont un staff de 350 personnes, avec des antennes au niveau des districts, etc. Donc c'est une façon de travailler que je vois mal appliquée chez nous, mais bon... chacun cherche sa voie. En dernier point, votre collaboration avec les autres institutions, par exemple Bianco ou Saint-Fine ou tout autre, est-ce qu'il y a cette coordination de travail? Est-ce qu'il y a un répondant? Ah oui, absolument, oui. Il serait tout à fait impossible de travailler sans... Bon, le Bianco surtout nous collabore beaucoup avec nous. Le Samifine un peu moins parce que nous sommes plutôt axés sur le national. Quand on parle de blanchiment d'argent, par exemple, ça concerne surtout les transactions c'est un peu plus haut, internationales. Voilà. Sinon, les autres institutions... Alors, c'est le Parlement qui est notre principal interlocuteur d'après la loi qui nous institue. C'est devant le Parlement que nous sommes responsables. C'est au Parlement que nous présentons notre rapport d'activité, nos rapports sectoriels. Vos interpellations aussi. Nos interpellations aussi, oui. Nous passons par le Parlement avant de passer à l'exécutif. Eh bien, merci Madame Mireille Rabenour, qui n'est autre que la présidente de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. C'était donc l'embarras de la CINDH sur Alliance 92. Merci à vous. Merci à vous.